Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Vous étiez nombreux à me demander la suite sur les incohérences du film Les Animaux Fantastiques 3. Alors même si ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, la voici. Je tiens à vous rappeler que le but initial de ces vidéos n'est pas de critiquer juste pour critiquer, mais bien de souligner les défauts du film qui, selon moi, auraient pu être largement évités. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas citer toutes les incohérences du film, il y en a beaucoup trop. Par contre, je vais mettre en avant les aspects du film qui m'ont beaucoup dérangé, que ce soit des incohérences ou des faits énoncés assez particuliers. J'espère que vous êtes prêts. Attention, je le répète, mais ce genre de vidéo spoil à mort. Donc, si vous n'avez toujours pas vu le dernier volet des Animaux Fantastiques, passez votre chemin. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et de quoi grignoter, c'est parti pour la seconde partie des incohérences et des faits étranges que l'on retrouve dans Les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Et justement, commençons par ces fameux secrets, ou pour être plus précise, par son unique fameux secret. Car en ce qui concerne Albus, nous connaissions déjà la nature de sa relation avec Gellert depuis Harry Potter et les reliques de la mort, c'est-à-dire depuis 2007. Et il en va de même pour la santé fragile et les circonstances tragiques du décès d'Ariana. Pour ceux qui me diront que l'étiquette d'Obscurian n'avait pas encore été posée sur la tête de cette pauvre Ariana jusque-là, je tiens à vous rappeler que le premier volet des Animaux Fantastiques était assez explicite sur le sujet. Donc, rien de nouveau. Par conséquent, ce ne sont pas des secrets, ce sont juste des faits formulés à voix haute pour ceux qui, éventuellement, ne l'auraient toujours pas compris à ce jour. Ce qui, on ne va pas se mentir, est assez frustrant. Mais bon, je m'égare, revenons à ce fameux secret. Autrement dit, la révélation sur la paternité d'Abelforce. Eh bien, ça ne va pas du tout. Certes, c'est possible, et cela reste cohérent, mais c'est particulièrement dérangeant quand on y réfléchit bien, car nous savons qu'Albus est l'aîné de la fratrie et qu'il est 2 ans et demi, voire 3 ans plus âgé que son frère. Et c'est là que ça se corse, car Albus dit dans le film que pendant qu'il flirtait avec Gellert, son frère lui aussi flirtait de son côté, ce qui, comme on le sait, aboutira quelques mois plus tard par la naissance d'Aurelius, ou croyance si vous préférez. Et si on en croit la chronologie des événements, Albus a rencontré Gellert l'année où sa mère Kendra est décédée, c'est-à-dire juste après avoir été diplômé de Poudlard. Autrement dit, Albus avait 17 ans et demi, voire 18 ans maximum. Et par conséquent, Abelforce, dans le pire des cas, avait 15 ans. Abelforce était donc encore un étudiant. Et ça, nous en sommes certains, puisque dans Harry Potter et les reliques de la mort, Abelforce dira, je cite, et donc, Albus a dû renoncer à son voyage autour du monde avec le petit Doge. Tous les deux sont venus à la maison pour assister aux funérailles de ma mère, puis Doge est parti tout seul, et Albus a pris la place de chef de famille. J'aurais été d'accord pour m'occuper d'elle, je le lui ai dit. Je me fichais bien de l'école, je serais volontiers resté à la maison pour m'en charger. Mais il m'a répondu que je devais finir mes études et que ce serait lui qui remplacerait ma mère. Vous savez, ce qu'il y a de plus glaçant dans cette histoire, ce n'est pas qu'un ado devienne papa. Le plus glaçant, c'est que, comme l'a dit Albus, la future maman a fui le pays. Et au vu de sa tête, si l'on part du principe qu'il s'agit bien de la maman, on peut comprendre pourquoi elle a fui. C'était très probablement pour ne pas finir à Azkaban. Car cette dame est clairement majeure depuis un bout de temps. Ce qui n'était pas le cas de notre chère Abelforce, qui, si on s'en réfère à la chronologie des événements, venait tout juste de passer ses buses. Voilà, c'était le secret du malaise de Dumbledore. Et tant qu'à parler d'Abelforce et de son fils, parlons à présent de leur relation plus qu'étrange. Durant le film, on peut constater qu'Aurelius et son père conversent tous deux à travers des miroirs. Et ma question est, pourquoi ? Je veux bien envisager qu'Aurelius cherche à entrer en contact avec les Dumbledore pour renouer avec sa famille perdue, surtout son père, si on part du principe qu'il sait qui est son père. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Abelforce prend la peine de discuter avec Aurelius alors qu'il ne sait absolument pas qui il est. Je vous rappelle qu'il n'apprend que bien plus tard qu'Aurelius est son fils, et non pas par Aurelius, mais bien par Albus. Alors pourquoi communiquer avec un orphelin qui prétend être un Dumbledore ? La seule théorie qui me vient à l'esprit est qu'il connaissait déjà l'existence d'Aurelius. Ce qui au passage expliquerait pourquoi sa réaction est plus que modérée en apprenant qu'il est papa. Qui sait, il avait peut-être conclu un pacte avec la mère d'Aurelius pour que jamais il ne cherche à les retrouver. Ce qui expliquerait éventuellement pourquoi Abelforce dit à un moment donné être désolé à travers le miroir d'Aurelius. Ouais, cette théorie aurait pu tenir la route. Elle aurait pu, si et seulement si, Abelforce avait dit à Albus qu'il était déjà au courant pour Aurelius. Mais ce n'est pas le cas. Par conséquent, je vous laisse en faire vos propres déductions. C'est quand même une drôle de famille, ces Dumbledore.
Et quitte à parler de la famille Dumbledore, passons de Préolard à Poudlard et parlons un peu d'Albus. C'est une évidence, Albus connaît bien le château et ses recoins. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît tous ses secrets. Je parle notamment de la salle sur demande, car si on se fie à son discours quelques décennies plus tard lors du bal de Noël dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on peut constater qu'il y a comme un problème. N'avons-nous pas le désir de garder jalousement les lieux du savoir qui nous ont été confiés? N'avons-nous pas raison de tirer fierté d'être les seuls à connaître les secrets de nos écoles et à raison aussi de vouloir les préserver? Oh, je n'aurais jamais la prétention d'affirmer que je connais tous les secrets de Poudlard, Igor, répliqua Dumbledore d'un ton amical. Pas plus tard que ce matin, par exemple, je me suis trompé de chemin en allant aux toilettes et je me suis retrouvée dans une pièce aux proportions admirables et que je n'avais encore jamais vue. Or, savez-vous ce qu'il y avait dans cette pièce? Une magnifique collection de pots de chambre. Et quand j'y suis retournée pour l'examiner de plus près, je me suis aperçue que la pièce avait disparu. Mais j'essayerai quand même de la retrouver. Il est possible qu'on ne puisse y accéder qu'à 5h30 du matin. Ou alors, peut-être qu'elle n'apparaît que lorsque la lune est à son premier quartier, ou encore lorsque celui qui la cherche a la vessie particulièrement pleine. Si Albus dit la vérité et qu'il n'est pas en train de chambrer Igor Karkaroff, on peut dire qu'il y a un petit problème de chronologie. Car en toute logique, si on s'en réfère au film, non seulement Dumbledore connaît très bien l'emplacement de la salle sur demande, mais surtout, il sait comment s'en servir. Donc retrouver sa merveilleuse salle au pot de chambre ne devrait pas être aussi difficile qu'il le prétend. Mais ce n'est qu'un détail, n'est-ce pas ? Comme le fait que l'équipe de Norbert n'est en rien étonnée de découvrir la salle sur demande, alors que pour ceux qui ont étudié à Poudlard, c'est censé être une sacrée découverte, car très rares sont les élèves à avoir connu la salle sur demande. Mais partons du principe que Dumbledore leur a préalablement montré la salle et leur a également expliqué comment y accéder. C'est mieux ainsi. Passons maintenant du 7e étage à la grande salle et parlons un peu de Jacob. Alors pour commencer, sachez que Jacob peut entrer dans l'école, car exceptionnellement, le sortilège repousse Moldu peut être levé, comme ce fut le cas pour accueillir les parents de Mimi Géniard au sein de l'école après le décès prématuré de leur fille. Par conséquent, vous pouvez partir du principe que le Repello Moldum a été levé et que Jacob peut totalement entrer dans l'enceinte de l'école. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Même si personnellement, je dois vous avouer que je ne comprends vraiment pas l'intervention de Jacob dans ce 3e opus de la saga. Jacob est aussi utile que sa baguette factice. Et que de ce fait, je ne trouve pas très judicieux de lever un sortilège aussi important que le repousse Moldu juste pour le faire entrer. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais j'aurais vraiment aimé que le Qilin, ou le Qilin si vous préférez, s'incline devant Jacob. Après tout, durant le film, on vante son bon cœur et sa capacité à créer du lien. Si le Qilin s'était incliné devant Jacob, son rôle dans le monde des sorciers aurait pris une tournure des plus intéressantes et aurait mis en avant l'importance des Moldus dans le monde des sorciers. Mais non, le Qilin a préféré s'incliner devant Dumbledore. Alors même si je m'en doutais fortement vu que Dumbledore possède le titre de Manitou suprême, je ne suis pas forcément d'accord. Dumbledore a plus un cœur de bon leader qu'un cœur pur. Enfin bon, le Qilin a ses raisons que la raison ignore. Fin de la petite parenthèse. Mais ce n'est pas du rôle de Jacob à Poudlard dont je veux vous parler. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aucun élève dans la grande salle ne panique alors que, je vous le rappelle, Jacob est considéré comme un tueur de sorciers. Et au lieu de céder à la panique générale comme ce fut le cas dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban lorsque Sirius a réussi à s'infiltrer dans l'enceinte de Poudlard, les élèves se permettent de faire des plaisanteries à Jacob. Ce qui est tout de même un sacré contraste entre les deux époques si l'on part du principe que Dumbledore était au courant de l'innocence des deux personnages. Bon, j'imagine qu'il n'y avait pas lieu de céder à la panique si personne dans la grande salle, même pas les professeurs, ne paniquent. Mais c'est tout de même curieux que les professeurs ne réagissent pas. Je me demande bien ce qu'a pu dire Dumbledore à son équipe. Quelque chose du genre « Ne paniquez pas, j'ouvre les portes de Poudlard à un meurtrier qui n'en est pas vraiment un au final ». Ou sûrement quelque chose dans ce goût-là. Mais avouez qu'un peu de panique aurait pu ajouter un peu de piment à la scène. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment souligner les bien trop nombreux non-dits du film qui pourtant auraient dû être un minimum expliqués pour ne pas nous perdre nous spectateurs. Je pense notamment aux lieux de duel et de rencontres qui ne se trouvent clairement pas dans notre réalité. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé de quoi il s'agissait, mais je n'ai aucune réponse à vous donner. Est-ce une autre dimension? Est-ce de la légilimancie? Je n'en sais absolument rien. Et vous m'envoyez profondément désolé. Une fois encore, il faudra se fier à l'équipe de tournage. Et si l'on retrouve des non-dits concernant les animaux fantastiques ou encore des lieux, on en retrouve également pour les personnages, comme pour le changement d'apparence de Gellert ou encore la disparition soudaine de Nagini. Ce qui pour moi est un manque cruel de considération pour ses personnages, pour son univers ou encore pour ses fans.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur les Animaux Fantastiques 3. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager à vos amis sorciers. Et surtout, je compte sur vous avant de transplaner pour lancer votre meilleur Expecto Patro-like. Ça protège la chaîne des détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer et surtout, ça m'encourage à vous apporter toujours plus de contenu. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.